Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 5e atelier dédié à la transition écologique des acteurs du numérique et de la photonique. Quelques éléments techniques, donc cette session est enregistrée, par ailleurs vos micros seront coupés pour qu'il y ait le moins de perturbations possible pendant la présentation. Et un module de questions que vous devez voir apparaître dans votre console sera disponible, vous pouvez poser vos questions à tout moment. L'objectif de l'atelier, c'est d'être le plus interactif possible. Et donc, nous serons là pour répondre à vos différentes interrogations. Donc, moi, je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème d'Actantis. Bienvenue. Et nous allons parler d'un sujet que vous connaissez déjà, je pense, donc le sujet de l'empreinte carbone, pour vous donner les moyens de le faire et de le faire facilement, finalement, d'aller vers un premier calcul d'empreinte carbone simple. C'est l'objectif de ce webinaire et c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Decarbonize qui se présentera. Bien sûr, le sujet de l'empreinte du numérique n'est pas un sujet nouveau. Par contre, il est croissant puisque le numérique se développe énormément. Et les trois grands sujets liés à l'empreinte environnementale du numérique sont bien sûr les émissions de CO2. Donc là, c'est le sujet du jour, l'empreinte carbone. Mais pas que. Il y a également la consommation d'énergie, qui est un deuxième grand facteur d'empreinte environnementale pour le numérique. Et le troisième grand facteur que vous connaissez également, c'est la raréfaction des ressources abiotiques, donc tous les minerais, les métaux dont on a besoin pour fabriquer nos machines qui nous permettent de faire du numérique. Bon, aujourd'hui, on ne traitera pas les trois, on traitera spécifiquement le premier sujet qui est les émissions de carbone. Donc, voilà pourquoi on sera ensemble aujourd'hui. Je vais vous présenter les raisons pour lesquelles nous menons ce travail lié à la transition écologique, c'est parce qu'on veut vous donner les moyens, les clés pour mieux comprendre et engager votre transition. Vous préparez, ça fait quelques temps, ça fait 3 ans qu'on fait ce travail de préparation, vous préparez aux exigences qui sont celles d'aujourd'hui, mais surtout celles de demain, vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos partenaires, de vos clients, de vos financeurs et de vos investisseurs. Donc, l'ensemble des parties prenantes, finalement, vont avoir des exigences, les ont déjà pour certains et elles seront de plus en plus fortes. Et bien sûr, vous aider à valoriser vos actions et vos engagements. Pour ça, on a des partenaires, dont Decarbonize qui se présentera, mais pas que, comme Entrepreneurs pour la planète, comme différents partenaires, l'agence Lucie qui est très reconnue sur le label numérique, responsable en France, et d'autres aussi. Et bien sûr, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région sud, qui travaille depuis de très nombreuses années sur un dispositif qui s'appelle CEDRE, Ambition ou Premier Pas. Je vous parlais du 5e atelier, il y en a eu donc 4 autres. Et nous avons sorti la semaine dernière une newsletter de transition écologique qui reprend tout ce qui a été, finalement, très synthétiquement bien sûr, qui reprend tout ce qui a été discuté pendant ces précédents ateliers. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. On vous donnera bien évidemment accès au replay et on vous donnera bien évidemment accès à la présentation. Donc aujourd'hui, on parle de l'empreinte carbone. On a parlé précédemment de l'engagement sociétal. On a parlé également de l'éco-design. C'est un sujet qui reviendra l'année prochaine puisque l'éco-design hardware, matériel ou l'éco-design logiciel, c'est une façon de réduire l'empreinte environnementale du numérique. On a parlé également d'éco-responsabilité des API. Là, on est plutôt dans les connexions entre les différentes applications et les données qui circulent. On peut faire beaucoup mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. On a parlé tout au début de l'année des fonds d'investissement à impact. Donc aujourd'hui, en agenda, pourquoi faire un calcul d'empreinte carbone pour les acteurs du numérique et de la photonique? Comment ça fonctionne? Donc ça, c'est Frédéric qui va vous le présenter. Et on va aborder un point également, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, que le numérique, c'est à la fois un problème et une solution pour les autres. Donc, on va parler de ce qu'on appelle le saved and avoided. Donc, c'est ce qu'on finalement qu'on évite, les émissions évitées pour tous les autres acteurs qui utiliseraient du numérique en lieu et place d'autres façons de faire. Et donc, on lancera cette fameuse plateforme Actantis qui permettra de faire du calcul carbone qui sera disponible en début d'année prochaine, gratuitement pour les membres d'Actantis.
Alors, sans plus tarder, donc, je passe la parole à Frédéric. Je vais te nommer présentateur pour que tu puisses présenter ta présentation. Ah, nous n'avons Ok. pas le son. Aldric, est-ce que tu as des infos? Ça semble être un bug auprès de la personne, où je lui ai demandé de se Oui, déconnecter. c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a bien du son a priori, mais dans certains cas, il faut bien choisir le micro et le haut-parleur. Peut-être qu'il y a une problématique sur votre micro. Frédéric, on y va? Ouais. Je te Allez, c'est parti. présenter. C'est parti. Tout le monde m'entend bien? Tout le monde voit mon écran? Je pense que oui. Normalement, oui. Ok, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pendant encore 45 bonnes minutes pour vous parler bien de la décarbonation et puis de l'outil que l'on va mettre à votre disposition grâce à Actantis. Je suis Frédéric, je suis le cofondateur de Decarbonize et je m'occupe des opérations, c'est-à-dire que je supervise l'ensemble des bilans carbone qu'on fait avec nos clients, des missions de décarbonation et aussi je m'assure donc du bon développement de notre outil. Alors, restons connectés, restons en contact. Il y aura peut-être plein de questions qui vont émerger à la suite de ce webinaire ou peut-être tout un tas de curiosités que vous voudriez soulever. Donc, je suis toujours très disponible pour pouvoir y répondre. Moi, mon parcours, en bref, j'ai eu l'occasion d'étudier un MBA à l'Imperial College à Londres et c'est là que je me suis vraiment plongé, eh bien, il y a maintenant de ça plus de 5 ans dans le domaine de la durabilité. D'abord plutôt au niveau de la mobilité et puis maintenant aujourd'hui vraiment purement au niveau des émissions de gaz à effet de serre. J'ai également la chance de pouvoir donner cours sur ces thématiques à plusieurs universités, mais notamment l'Université de Mons en Belgique. Et bien, depuis qu'on a créé Decarbonize il y a un peu plus de 3 ans, j'ai déjà réalisé plus de 200 bilans carbone, ce qui permet d'avoir un petit peu de recul sur qu'est-ce qu'on voit comme profil carbone dans différentes entreprises et qu'est-ce que font les entreprises pour pouvoir justement s'orienter vers une trajectoire de décarbonation. Donc, au plaisir de rester en contact. Maintenant, au sujet de Decarbonize, très brièvement, qui on est? On est une société de 25 personnes actives dans la mesure et la réduction de CO2 et on le fait avec une plateforme de comptabilité carbone qui s'appelle le Carbon Cockpit. Aujourd'hui, je vais vous parler du scan. Donc, c'est une version simplifiée de notre version experte, qui est la version historique, qui consiste donc à faire des bilans carbone qui sont très sophistiqués et très détaillés. Alors que dans le scan, là, l'objectif, c'est de permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir créer son premier bilan carbone en l'espace de quelques heures sans forcément rentrer avec un niveau d'expertise qui est très important. Et enfin, on a quelques labels pour lesquels on est très fiers, notamment B Corp. Pour ceux qui sont au courant de ce que c'est un label qui reconnaît les efforts et l'implication ESG des entreprises. Si vous pensez à obtenir le label B Corp, sachez qu'aujourd'hui, un bilan carbone permet de pouvoir obtenir plus de scores sur la dimension environnementale. Pour ceux qui développent une solution, un produit qui serait à la fois rentable et ayant un impact positif pour l'environnement, il y a peut-être le label Solar Impulse qui serait pertinent également à considérer et aussi pour lequel un bilan carbone permet de faciliter la labellisation. On est très fiers d'avoir l'attestation de conformité de l'ADEME, de l'Association pour la transition bas carbone, donc qui représente la méthodologie bilan carbone pour ceux qui sont au courant. Et on est également en ligne avec le GHG Protocol. Enfin et très rapidement, on a un peu plus de 150 clients. On travaille un peu partout dans le monde, pour être honnête. La thématique du réchauffement climatique, c'est global. C'est malheureusement pas cantonné à des frontières. En termes de typologie de clients, on travaille avec des corporates, donc des entreprises pour lesquelles on les accompagne à l'international, voire à un niveau global. Des PME jusqu'à ETI, principalement actives dans la fabrication de petites pièces jusqu'à des très grosses pièces. Et puis enfin, on a nos partenaires comme Actantis qui distribuent notre Carbon Cockpit Scan à leurs clients, à leurs membres, à leurs
investissement pour donner la chance à toutes ces entreprises de pouvoir se lancer dans la mesure d'un bilan carbone. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des bilans carbone? Pourquoi est-ce qu'on mesure les émissions de CO2? Alors, c'est une petite question que j'ai pour vous. Réfléchissez. Pourquoi est-ce que les entreprises voudraient faire des bilans carbone aujourd'hui, voudraient mesurer leurs émissions de CO2? Si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à le mettre dans le chat s'il est disponible pour qu'on puisse en discuter par la suite. Mais une des raisons fondamentales, eh bien, c'est qu'on ne peut pas réduire ce qu'on ne mesure pas. Alors, ça peut paraître bête comme phrase, mais c'est tellement vrai. Et si on prend un cas de la vie de tous les jours, c'est peut-être une situation qui va se passer après les fêtes. Quand on commence un régime, quelle est la première chose qu'on fait, à part acheter un abonnement à la salle de gym? C'est d'acheter une balance. On veut savoir où est-ce qu'on est, on veut faire un diagnostic pour pouvoir traquer si on est plutôt à la hausse ou à la baisse. Eh bien, dans un régime environnemental, dans un régime carbone, c'est exactement la même chose. Nous, on fournit la balance et on aide avec des recommandations pour pouvoir réduire les émissions de CO2. Une autre analogie, c'est d'éviter de prendre des traitements lorsqu'on est malade avant de faire un diagnostic avec un docteur. Alors moi, je n'ai pas la prétention qu'on est médecin. Par contre, on peut avoir cette capacité de faire un diagnostic pour aider les entreprises à prendre les bons traitements, à prendre les bonnes décisions sur les investissements à faire pour la décarbonation. Alors, avant d'aller plus loin, eh bien, j'aimerais partager avec vous quelques petites questions, un petit quiz qui met en lumière des grands principes de décarbonation qui sont vraiment importants à bien comprendre lorsque on cherche à réduire l'empreinte environnementale de son entreprise. Et puis, ça va vous permettre de sentir un peu ce côté besoin de mesurer avant de prendre des décisions. Et on va le faire à travers différents cas de la vie de tous les jours et vous allez vite comprendre où est-ce qu'on va en venir. Alors, petit quiz pour vous. Je ne sais pas si je vois les éléments dans le chat, probablement. Donc, n'hésitez pas à partager, à indiquer A, B, C ou D au niveau des réponses. On peut faire ça de manière interactive. La première question, sera toujours la même, mais le premier cas ici, c'est qui a l'empreinte carbone la plus basse? Est-ce qu'on parle d'un bus diesel public ou une trottinette électrique partagée, comme on peut trouver dans les grandes villes, notamment à Marseille, il y en a. Alors là, pour le bus, petite précision, on parle d'un bus qui a un taux d'occupation moyen et on parle là ici dans les deux cas de l'empreinte carbone par kilomètre parcouru et donc bien évidemment par passager. Alors plusieurs options, A, 110 grammes de CO2 pour le bus, 126 grammes de CO2 pour la trottinette, puis on a l'option B, l'option C et l'option D. Réfléchissez quelques secondes. Quelle est l'option que vous auriez choisie? On vous laisse utiliser le module question si vous souhaitez juste répondre à cette petite interrogation. Voilà, n'hésitez pas. Essayons de faire interactif malgré le prisme digital. Mais dans tous les cas, je vais vous apporter la réponse. Eh bien, dans ce cas-ci, la réponse, c'est la numéro A. C'est-à-dire que, alors globalement, prendre le bus ou une trottinette électrique partagée a à peu près la même empreinte carbone. Alors, j'ai mis une petite astérisque parce que certains vont dire oui, mais les nouvelles trottinettes électriques émettent un peu moins. C'est vrai oui et non, parce qu'il n'y a pas encore tout à fait d'études qui permettent de pouvoir bien le quantifier. Donc, j'ai repris les derniers chiffres d'une des dernières études qui existent sur la littérature scientifique qui a fait une évaluation complète du cycle de vie de ces produits. Et pourquoi est-ce que je parle de cycle de vie? Eh bien, parce que ça me permet d'expliquer finalement la raison pour laquelle c'est peut-être contre-intuitif de se dire entre rouler avec cette trottinette ou en bus, c'est à peu près la même empreinte carbone. Par rapport à la trottinette électrique, c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est que comme c'est un appareil qui est partagé et qui doit vivre malgré vent et tempête et gel et neige et pluie et chaleur tout au long de l'année, c'est un outil qui se dégrade assez vite et donc la proportion liée à la fabrication de ce véhicule eh bien, est assez importante au kilomètre parce qu'elle a une durée de vie courte. Et l'autre élément à prendre en compte aussi, c'est le côté maintenance pour permettre à ce service d'exister. Pendant la nuit, peut-être qu'en tout cas moi j'habite à Bruxelles
Et on a aussi ce type de service, et je peux vous dire que les rares fois où je me balade vers 2 ou 3 heures du matin dans la ville, eh bien, on voit des petits vans qui viennent chercher les trottinettes, les repositionner pour être à des endroits où il y a plus de demandes, réparer les trottinettes, changer les batteries. Et donc, cette maintenance, ce service qu'il faut faire pour que le service fonctionne, a un impact assez important, ramené au kilomètre parcouru par les utilisateurs. Donc, premier élément à bien tenir en compte, c'est avoir un produit dont la durée de vie est la plus longue possible et d'avoir une maintenance qui soit la plus bas carbone possible pour le produit. Allez, maintenant, on va parler un peu de nourriture. Hein. Tous les jours, on fait face plusieurs fois par jour, en tout cas j'espère pour vous, moi c'est le cas, de qu'est-ce qu'on mange. Et peut-être certains d'entre vous vont se dire, bah, qu'est-ce que je peux manger pour éventuellement réduire mon impact carbone? Alors, je vous ai mis ici 3 options. Une banane qui est transportée de Guadeloupe via un bateau tanker hein, avec des conteneurs. Un œuf que l'on irait acheter au supermarché, un œuf cru qui proviendrait d'une ferme au niveau local, ou un steak de bœuf classique, non cuit. À votre avis, qui a l'empreinte carbone la plus faible par unité? Réfléchissez-y, le steak, la banane ou l'œuf? Pareil, si vous voulez mettre des réponses, alors je vois une réponse, la réponse C. Pour... La réponse c'est l'œuf, Alors, d'accord. il y a le C, il y a le C, il y a le C, il y a le C. Beaucoup de C. C'est génial. Merci beaucoup, vous m'aidez à faire mon point parce que, en effet, ce n'est pas l'œuf, c'est la banane. Alors, probablement que l'a priori derrière lequel vous avez choisi l'œuf, c'est bah, la banane, ça vient de loin, il y a du transport, l'œuf, c'est léger, comparé à une banane, hein, ça fait quoi, 50 grammes un œuf, je pense, comparé à une banane qui doit être un petit peu plus. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, ça permet d'illustrer un premier point qui est important, c'est le recours aux matières premières pour pouvoir produire un produit. Alors, imaginez une poule ou un bœuf comme étant une machine de production pour produire son output, hein, à savoir son œuf ou sa viande. Eh bien, ce sont des machines de production, si on veut, qui sont très inefficaces parce qu'il faut beaucoup de matières premières, la nourriture, pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, parce que cette nourriture, eh bien, elle est utilisée pour la poule pour bouger, pour produire de la chaleur pour qu'elle puisse vivre, tout simplement. Même chose pour le bœuf. Alors que la banane, c'est un produit qui est fini quand ça pousse sur l'arbre. Il faut très peu d'intrants, de matières premières, un peu de fertilisant et un peu d'engrais pour pouvoir faire que ça pousse, mais c'est relativement efficace comme machine de production si on veut. Et donc, je vous ai remis ici les différences entre l'ensemble. Hein. Donc, on voit en fait entre une banane et un œuf, on a un écart de 3 fois. Enfin presque 5 fois même, et entre l'œuf et le steak, on a un écart de 21 fois. Et si on fait le grand écart entre la banane et le steak, on a 105 fois une différence d'un facteur de 105. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de me dire, bah, tiens, le but de manger, c'est de pouvoir absorber de la calorie, et donc au-delà aussi du fait d'avoir du plaisir de manger. Et donc, j'ai ramené ici, eh bien, par kilogramme également en termes de calories. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde entre une banane et un steak, bah, une banane, il y a un ratio de 1,77 en termes de calories, alors que en termes de CO2, il y a un ratio de 105, ce qui veut dire que ramené à la calorie, la banane reste de toute façon aussi plus efficace. Voilà, donc ça, c'est ce deuxième concept, c'est lié aux matières premières. Essayons de fabriquer des produits qui utilisent des matières bas carbone ou en quantité limitée. Ce qui m'amène en fait à vous parler d'un troisième point qui est important, c'est par rapport à la logistique. Alors, on a une logistique ici par bateau, par train, par camion, par avion. À votre avis, laquelle aura l'empreinte carbone la plus basse? L'avion, le bateau, le camion, le train? Alors, je pense que j'ai un petit peu dévoilé la... Pardon? Pareil, on attend quelques réponses, si c'est possible. Ah, trop tard, tu as dévoilé le... Ouais, j'ai appuyé trop vite. J'ai Bon, un il y a petit peu peut-être dévoilé plus de suspense, là, du coup. Ouais, non, il n'y a plus beaucoup de suspense, mais j'ai un peu dévoilé la réponse avec l'exemple précédent. La réponse est bien évidemment le transport par bateau. Donc, vous voyez tous les écarts qu'il y a. Hein, pour une distance de 100 km, transporter une tonne, bah, ça va être 1,4 kg de CO2 pour un bateau, un tout petit peu plus pour le train avec 2,1, quand même beaucoup plus pour le camion.
Et alors là, l'avion, c'est ce qui explose tous les records, où on a un écart de 42 fois par rapport au bateau. Alors ça paraît peut-être un peu contre-intuitif, et ce qui me permet d'expliquer déjà un élément important. Moi, je regarde les choses avec des œillères, finalement. Je regarde par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, l'impact que j'essaye de mesurer avec mes clients, c'est l'impact sur le changement climatique, les gaz à effet de serre. Ça ne couvre pas 100% de l'impact environnemental. Donc ne pas confondre bilan carbone et impact environnemental. Il y a d'autres impacts qu'il faudrait aussi prendre en compte dans le cadre d'une stratégie environnementale globale, c'est l'impact sur l'eau, la biodiversité, sur la faune, sur la flore, etc. Alors l'avantage du bilan carbone, c'est que ça devient de plus en plus normé et donc on a quand même des résultats qui sont très, je veux dire, quand même relativement précis, et que le changement climatique est quand même le challenge le plus important auquel on fait face pour l'instant. Mais il y a d'autres méthodologies qui permettent de venir estimer en tout cas les autres impacts environnementaux. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Autre élément important, et ça c'est je pense, assez intéressant de le savoir lorsqu'on travaille avec des déplacements de collègues ou des déplacements logistiques. Pourquoi est-ce que le bateau est le moins émetteur à la tonne et à la distance transportée? C'est parce qu'il faut en revenir à cette petite équation qui paraît un peu barbare, mais c'est en gros l'énergie qui est nécessaire pour faire avancer un véhicule. Eh bien, c'est la masse de ce véhicule multipliée par la vitesse au carré, le tout divisé par 2, plus bien, des forces de frottement. Et donc, ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est que l'élément qui est mis au carré, c'est la vitesse. Et ça veut dire que plus on va vite, bien, plus ça augmente exponentiellement la quantité d'énergie qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'un avion qui va très, 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 très vite, bien, va consommer un peu plus d'énergie qu'un bateau qui va très, très, très lentement. Voilà, c'est une des raisons qui explique l'intensité énergétique, si on veut, au niveau logistique. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, parce que j'espère qu'après ces quelques petits exemples, j'ai pu avoir un début de démonstration que prendre des décisions sur base d'a priori, en tout cas en termes de comptabilité carbone sur une thématique où on n'est pas hyper mature, pas hyper expérimenté, c'est un peu dangereux parce que c'est un peu comme avancer à l'aveugle. Et très souvent, on voit chez des clients ou des prospects qu'il y a beaucoup de volonté, de choses qui ont été mises en place, et mais sans avoir fait un bilan auparavant. Et en fait, souvent, la conclusion que l'on a a posteriori du bilan, c'est que peut-être certaines ressources auraient été mieux investies ailleurs, ou en tout cas auraient eu un meilleur impact d'un point de vue changement climatique que là où ça a été investi. Et c'est ça qu'on essaye de fournir à nos clients, c'est des certitudes pour pouvoir avancer avec confiance vers l'avenir. Et avancer aussi, surtout, pour pouvoir créer de la valeur avec un bilan carbone. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'un bilan carbone, c'est pas qu'un bâton qui est utilisé par les États, les régions, les gouvernements pour nous imposer des restrictions, mais c'est plutôt, nous on le voit plutôt comme une carotte, comme une façon de pouvoir générer de la valeur auprès d'une entreprise. Et au sein de nos clients, on a identifié 4 grands pôles de valeur qu'on peut générer avec un bilan carbone. C'est tout d'abord la possibilité de pouvoir optimiser l'activité. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais chez un client, donc il y a une semaine ou deux, on a fini le bilan carbone chez un client, et donc bien évidemment dans un bilan carbone, on regarde à l'énergie qui est consommée. Ils avaient des panneaux solaires, et ils nous ont dit, écoute Frédéric, grâce à ton bilan, on s'est rendu compte que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas demandé la facturation de l'électricité qu'on avait injectée sur le réseau, et donc on était à passer à côté d'une grosse facture qu'on aurait pu obtenir. Et grâce à cet exercice, on a mis notre nez dans un endroit de l'entreprise qu'on n'avait pas l'habitude de mettre notre nez, ou alors on a vu notre entreprise sous un angle pour lequel on n'est pas familier. Et c'est souvent le cas. Ça permet d'identifier tout un tas de choses qu'on pourrait optimiser parce qu'on collecte des données qu'on n'a pas l'habitude de collecter. Ça permet aussi d'avoir des talents. Peut-être que vous travaillez avec des jeunes de la génération Z, peut-être certains d'entre eux sont vos collègues. Nous, on en a chez Decarbonize. Eh bien, c'est clair qu'à chaque interview, et c'est ce que nos clients nous disent, la question de qu'est-ce que votre entreprise fait pour l'environnement revient très souvent. Et le fait de faire un bilan carbone, ça permet non seulement de démontrer que l'entreprise elle est active pour un combat environnemental, mais ça permet aussi d'insuffler une culture
carbone, parce qu'un bilan carbone, ce n'est pas uniquement un reporting, c'est vraiment une philosophie, une méthodologie qu'on met en place dans une entreprise. Et ça séduit les talents et ça permet aussi de les fédérer et de les garder au sein de l'entreprise. Au niveau des financements, on travaille avec des banques et des fonds d'investissement qui poussent aujourd'hui leurs clients à mesurer leurs émissions de CO2 parce que les financements de demain pourront en effet être conditionnés à la performance environnementale des entreprises. Et enfin, un bilan carbone est un document de départ pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveaux produits ou services pour encore exister demain. Le bilan carbone pose notamment comme question, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui sera encore possible dans 10 ans ou dans 20 ans? Chez certains de nos clients, en fait, la réponse est non. Et donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et on rentre dans des discussions de travailler avec des produits reconditionnés, travailler en mode leasing, donc location plutôt que vente, pivoter peut-être un business model. Et ça met longtemps, parfois des décennies. Il faut bien commencer quelque part et un bilan carbone est un point de départ très certainement intéressant. La conclusion, c'est quoi? C'est que nous, on essaye de faire en sorte que la finance et l'environnement soient, je ne vais pas dire réconciliés parce que je ne sais pas si elles ont été un jour en tout cas fâchées, mais en tout cas que le CFO et l'équipe ESG peuvent être les meilleurs amis au sein d'une entreprise pour pouvoir mener une politique, une stratégie qui est commune. Ça, c'est vraiment important. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut passer par la comptabilité carbone. Et souvent, quand je prononce ces deux prénoms, enfin ces deux noms, je fais face à une audience qui ressemble un petit peu à ça. Comptabilité et carbone, c'est quand même pas deux noms qui sont très sexy indépendamment, mais alors mis ensemble, c'est pas hyper attractif a priori. Et je fais face à beaucoup de gens qui sont complètement apeurés, anxieux, parce que on ne connaît pas et ça paraît compliqué. Or, ça ne l'est pas. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce webinaire pour le temps qui nous reste, que c'est relativement accessible. Alors tout d'abord, c'est quoi un bilan carbone? Alors un bilan carbone, c'est globalement l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre d'une activité au sein de sa chaîne de valeur. Ça veut dire qu'on va non seulement regarder aux émissions de CO2 émises par votre activité, par votre entreprise, mais aussi à toutes les émissions qui ont lieu en amont, donc avant votre entreprise, et tout ce qui est en aval. Alors pour aller rapide, ça va être de regarder aux émissions liées à vos achats, au transport logistique, à l'énergie, à votre mobilité d'entreprise, mobilité professionnelle, la logistique sortante, la façon dont les utilisateurs utilisent votre produit, la fin de vie de votre produit, etc. Et donc, oui, dans un bilan carbone, il y a tout un tas d'émissions qui se retrouvent également dans le bilan carbone de vos fournisseurs et de vos clients. Le double, triple, quadruple, quintuple comptage n'est pas un souci parce qu'on a des façons de pouvoir les catégoriser dans des classes, dans des comptes différents. Le but, c'est de faire un diagnostic, une évaluation des émissions de CO2 sur la durée de vie et la chaîne de valeur de votre activité. Et ce qui est important de savoir, c'est que en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas toujours obligé d'avoir un bilan carbone qui est le plus précis et le plus fin possible. Nous, on va toujours encourager, bien évidemment, pour aller dans cette direction-là, mais parfois, il faut passer par un processus itératif, par différentes étapes avant d'arriver à ce type-là. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'illustrer avec cette petite image qui peut faire sourire, c'est que on n'est peut-être pas obligé d'avoir un chronomètre ultra sophistiqué pour pouvoir chronométrer la durée de cuisson du poulet qu'on est en train de faire rôtir. Ne serait-ce qu'avoir globalement une estimation du temps pendant lequel le poulet est en train de cuire, ça suffit largement pour avoir un bon poulet. En tout cas à court terme, et puis peut-être si un jour on veut ouvrir un restaurant étoilé au guide Michelin, il va falloir être un petit peu plus précis sur le timing. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec le scan et l'expert, c'est proposer d'un côté un outil qui sera largement suffisant pour avoir une première estimation, et de l'autre, un outil qui sera parfaitement adapté pour aller vraiment dans le détail. Et c'est un peu ça qui explique la naissance de notre scan, parce qu'à la base, on est parti avec le développement de notre expert, de notre version experte, mais on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas d'entreprises, principalement des PME ou des grands groupes qui fonctionnent comme un réseau avec tout un tas de petits bureaux. C'est le cas par exemple de sociétés de développement informatique, de cabinets d'avocats, de conseils, etc.
Et on s'est rendu compte que pour eux, faire des bilans carbone qualité ultra détaillée, c'était parfois un step qui était trop important, c'était inabordable en termes de finances, en termes de temps disponible. Et donc, ce que nous, on a voulu faire avec le scan, c'est pour ces entreprises-là apporter une démarche intermédiaire. Alors, pour certaines, à court terme, ça suffira largement parce que la qualité de reporting va répondre à leurs besoins. Pour d'autres, eh bien, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, eh bien, devront passer sur une version équivalente à l'expert pour aller plus loin dans la finesse et la précision du bilan. Mais en tout cas, c'est un excellent point de départ. Pour prendre une autre analogie, peut-être que certains d'entre vous sont artistes ou ingénieurs produits, product designers ou autres. Et si vous l'êtes dans ce cas-là, ou architecte, si vous l'êtes dans ce cas-là, vous savez bien que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir un croquis qui soit en ultra haute définition à court terme lorsqu'on cherche à faire évoluer un projet, lorsqu'on cherche à avancer dans une mission. Et c'est un peu ce que j'essaye de représenter ici avec, d'un côté, on a un scan qui permet d'avoir un croquis qui a une qualité, un niveau de détail suffisant pour avoir un aperçu de à quoi va ressembler le projet. Mais c'est bien sûr pas aussi précis et fin que l'image que l'on pourrait obtenir avec l'expert, qui peut être pertinente, par exemple, lorsqu'on finalise le projet ou autre. C'est ça qu'on essaye de faire passer comme message, sachant que ce qu'on veut absolument éviter, eh bien, c'est les bilans carbone peut-être un peu trop faciles qui se font en un clic ou, comme on dit, en plug and play, qui sont ultra automatiques, parce que là, on a des images qui sont quand même un peu brouillées. On n'a pas un niveau de détail. En tout cas, ça ne respecte pas idéalement les meilleures pratiques de bilan carbone. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Ça, on ne veut pas avoir ça dans notre outil. Ça me permet de marquer une petite pause peut-être, si jamais il y a des réactions. En tout cas, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans l'outil et de vous montrer globalement les grandes étapes de fonctionnement, si ça vous va. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je ne crois pas pour l'instant, mais c'est peut-être le moment. S'il y a quelque chose qui vous paraît. Oui, oui, une petite pause, s'il y en a. Et si ça n'est pas le cas, on avance. De toute façon, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Exactement. Exactement. Alors, bienvenue dans le Carbon Cockpit Scan, celui d'Actantis. Alors, comment est-ce que ce produit se compose? Je vous propose de passer en revue ce tableau de bord après, mais c'est pour vous montrer, ça, c'est ce qu'on essaye d'obtenir. Et donc, pour obtenir ces informations, eh bien, on doit pouvoir mettre des informations, des données dans le produit. Alors, pour ce faire, vous allez ici dans mesure et vous allez voir que, on propose la mesure de l'empreinte carbone sur 6 dimensions: l'énergie, la mobilité, les achats, la logistique, les immobilisations et les déchets. L'idée, c'est que vous allez passer à travers un questionnaire. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais on a mis très longtemps pour accoucher de ce questionnaire parce qu'on a essayé de trouver le meilleur équilibre entre poser des questions simples, que tout le monde puisse y répondre, mais à la fois suffisamment sophistiquée et complète que pour correctement mesurer votre empreinte carbone. Et je pense qu'on a vraiment trouvé un bon équilibre, malgré que ce questionnaire, vous allez voir, il vit beaucoup et est régulièrement mis à jour. Alors, par rapport à l'énergie, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde quelles sont les consommations d'électricité, d'énergie. Donc, on a l'électricité grise. Si vous avez de l'électricité verte parce que vous avez un certificat d'origine ou autre, vous pouvez l'indiquer ici. Le gaz naturel. Par exemple, si vous avez des panneaux solaires, vous pouvez rentrer la quantité d'énergie ici. N'hésitez pas à consulter les petits infotypes un peu partout. Ça va vous aider quand il y a un élément qui peut prêter qui peut laisser à l'interprétation ou qui peut paraître un peu plus technique. Vous pouvez consulter ces infotypes. Consommation d'eau. Alors, les gaz réfrigérants, là, c'est un élément un peu plus technique. On regarde aux fuites de gaz réfrigérants. Alors, pour ceux qui ont des gros groupes froids, je pense que vous êtes habitués à ça parce que tous les X temps, vous faites un plein de votre groupe froid et donc vous avez une idée de quel est le taux de fuite.
Pour ceux qui sont moins familiers avec ça, ça veut dire que probablement ce n'est pas pertinent pour votre cas parce que vous n'avez pas de groupe froid suffisamment puissant que pour dire d'être pertinent, d'être mesuré. Processus, là juste à titre d'information, c'est plus pour des activités industrielles où on a de la biomasse, de la calcination, de la fermentation et autres. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Si par exemple vous êtes dans un coworking et que impossible de pouvoir avoir une estimation de des consommations d'énergie, il y a, on va dire, un élément de secours où on vous propose de choisir ici le type de chauffage de la surface que vous occupez et de rentrer la surface de l'immobilier que vous utilisez. C'est un peu moins précis, mais ça permet quand même de donner une estimation. Par rapport à la mobilité, alors je vous rassure, je ne vais peut-être pas faire toutes les dimensions, hein, sinon ça serait peut-être un peu long, mais pour vous donner un peu le sentiment de quel type de questions on pose. La mobilité est souvent l'un des éléments les plus complexes, hein, parce que ça touche à beaucoup de choses. Donc on a décidé de la simplifier en ayant 3 piliers. Tout ce qui est mobilité faite avec des véhicules qui n'appartiennent pas à l'entreprise, tous les véhicules d'entreprise et le télétravail. Alors, pour les véhicules qui n'appartiennent pas à l'entreprise, on a ce qu'on appelle donc le commute, c'est le déplacement domicile-travail, où là, vous allez pouvoir choisir parmi une liste de modes de transport, le mode de transport adapté. Donc là, j'ai choisi train, d'accord. Il y a 10 personnes dans mon entreprise qui viennent par train tous les jours, et en moyenne, ces personnes habitent à une distance aller-retour de 100 km. Même chose pour ici, voiture. Donc, on renseigne le mode de transport, le nombre de personnes et la distance moyenne entre leur habitation et le bureau de façon aller-retour. Même chose pour les trajets professionnels. Certains d'entre vous peut-être visitent des clients avec une voiture personnelle et donc ceci, vous pouvez choisir votre voiture ici et là vous rentrez la distance annuelle qui est parcourue par l'ensemble de ces voitures pour des trajets professionnels. Ensuite, il y a des trajets qui peuvent se faire avec des véhicules qui ne soient pas sur la route en fait, hein, et là on a du TGV ou de l'avion, et là ici pour simplifier les choses on propose des allers-retours, un nombre d'allers-retours, ce qui est souvent un peu plus abordable que de calculer la distance entre, je sais pas moi, Paris ou New York, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on a en tête immédiatement. Par contre, en utilisant un moyen courrier, eh bien on a une bonne estimation. Véhicule d'entreprise, là l'encodage est un petit peu différent où, eh bien, même chose, vous choisissez le type de véhicule dont il s'agit, le nombre de véhicules de ce type qui compose votre flotte, la consommation annuelle de ces véhicules, soit en distance ou soit en litres, hein. Là ce sont des véhicules au pétrole, donc ça peut être des litres. Si j'avais choisi des véhicules voitures électriques, eh bien là vous allez avoir des kilowattheures ou des kilomètres. Ensuite, on va vous demander la distribution de l'usage. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est intéressant de pouvoir savoir, tiens, sur ma flotte de véhicules, j'ai X% qui est utilisé pour le déplacement domicile-travail, et puis ensuite un autre pourcentage pour les déplacements professionnels et pour l'utilisation personnelle. Sachant que l'utilisation personnelle, on évite de le mettre dans le bilan carbone parce que c'est hors périmètre de mesure. Et enfin, le télétravail, là, il est relativement simple, c'est le nombre de semaines télétravaillées par an. Vous allez voir que parfois certains champs sont pré-remplis, donc c'est indiqué. On vous partage des benchmarks que l'on voit chez d'autres clients, mais vous êtes libre de modifier, hein. Par exemple, ici, ce n'est pas 45 semaines travaillées par an par personne, mais plutôt 48 par exemple. Ce n'est pas 2 jours de télétravail par semaine, mais c'est 1 jour de télétravail et ça concerne 5 personnes dans mon entreprise, par exemple. Voilà. Les achats, c'est peut-être la dernière dimension que je vous propose de parcourir ensemble. Vous avez une liste d'achats de matières premières. Alors, je pense que pour vous, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple des composants électroniques. Alors là, ici, dans ce cas-ci, on va parler de petits composants électroniques. C'est un facteur d'émission qui est générique, mais qui est assez bien adapté pour ce type de matières premières. Et là, vous rentrez la quantité qui est nécessaire. Achat de bureau, là on va couvrir un peu tout ce qui peut se trouver sur votre bureau et dans votre bureau. Et enfin, l'achat de services, ça c'est important pour toutes les entreprises, où là on vous demande de renseigner les valeurs en euros, soit en milliers d'euros ou alors soit en euros tout court. Vous changez l'unité ici, ça marche également. Enfin, le stockage, donc on propose l'empreinte digitale. Ici, dans la prochaine release du produit, vous allez avoir des valeurs qui vont être automatiquement suggérées. Par exemple, le stockage en ligne, je peux vous dire qu'en moyenne, c'est à peu près 100 gigas par équivalent temps plein par an.
Le nombre de courriers envoyés et reçus, donc de mails en général, c'est aux alentours de 30 000. Moi, je trouve ça toujours énorme par personne, par an, mais c'est les chiffres qu'on voit chez la plupart de nos clients. Et enfin, le temps qu'on passe sur Teams ou sur ce type de visioconférence, en général, on est à 350 heures par équivalent temps plein par an. C'est des chiffres qui peuvent paraître importants, mais pourtant sont ceux qu'on voit chez nos clients. Je serais ravi d'avoir également votre sentiment par rapport à ça. Une fois que tout ça est encodé, eh bien, on a ici les résultats, où on voit les tonnes de CO2 sur l'ensemble du bilan carbone avec quelques équivalences. Les émissions de CO2 par équivalent temps plein. Là, ici, j'ai mis un équivalent temps plein, donc forcément, ça me donne le même résultat. Les émissions de CO2 par dimension, en valeur relative et en valeur absolue. Et alors, si je veux avoir un détail, par exemple, dans ma mobilité, je clique ici et j'ai le détail de mes déplacements avec les tonnes de CO2 et les équivalents en pourcentage. Votre bilan peut être téléchargé ici au format Excel ou CSV si vous souhaitez retravailler les données ou faire d'autres analyses ou connecter ça à d'autres data. Et vous pouvez voir vos infos aussi selon le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces éléments, le scope 1, ça va être globalement les émissions directes qui sont émises par les équipements que vous contrôlez et que vous possédez en direct. Donc, c'est par exemple le gaz dans la chaudière, c'est le diesel dans la voiture de société. Scope 2, c'est globalement l'électricité. Et scope 3, ça va être tout le reste. Donc, c'est vraiment ce qui se passe en amont et en aval de votre chaîne de valeur. Maintenant qu'on a un bon diagnostic, on peut passer au traitement. Et c'est ce qu'on vous propose ici. C'est une liste d'actions que nous, on recommande généralement à nos clients. Et donc, vous avez quelques solutions recommandées en fonction de votre bilan carbone. Mais chacune de ces actions ici va avoir un modèle spécifique qui va estimer l'impact, les émissions de CO2 qui vont être sauvées par rapport à votre profil carbone. On peut faire quelques exemples. Voilà, si vous voulez électrifier vos voitures, par exemple. Donc là, ici, il détecte que dans les voitures de société, on en a 3 qui est au pétrole. Et donc, je peux dire, je vais en électrifier 3 et ça va m'estimer, par rapport à ma consommation de voiture, un gain de 12,81 tonnes de CO2. Je peux choisir d'ajouter cette solution. On peut par exemple dire, tiens, je vais mettre des panneaux solaires. Je vais en mettre 100 mètres carrés, par exemple. Alors là, ici, manifestement, par rapport à notre profil carbone, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc parfois, il va aussi dire, ça, c'est peut-être pas une bonne idée par rapport au profil carbone. On peut choisir, par exemple, de mettre l'énergie verte. Ça aussi, ça peut être calculé. Là, il n'y a pas beaucoup de gains parce qu'apparemment, on a déjà, ce que j'ai dû rentrer dans les informations, c'est déjà de l'énergie globalement verte ou produite sur place. Et donc, on fait son petit shopping de solutions jusqu'à arriver à la fin à un plan d'action qui va reprendre les émissions mesurées, qui va reprendre les émissions estimées comme étant réduites. Donc, c'est-à-dire que parce qu'on va mettre en place tout un tas d'actions, on va éviter ces émissions dans le futur. Et donc, ça va me donner des émissions estimées après l'implémentation du plan d'action qui est résumé ici. Et à la fin, vous pouvez télécharger un petit rapport que vous pourrez partager en interne et en externe. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours accompagné, vous avez toujours ici une banque de données qui va vous permettre de pouvoir soit nous contacter nous en direct si vous avez des questions, de regarder la façon dont l'outil a été paramétré. On a une fac qui reprend des questions qu'on reçoit relativement régulièrement et un guide utilisateur. Voilà globalement à quoi est l'outil et je peux peut-être juste terminer cette présentation par comment accéder à cet outil. Alors ça, je reviendrai après. Si vous souhaitez donc mesurer votre empreinte carbone avec l'outil, pas de souci, vous contactez Stéphanie Actantis qui va donc créer un accès et vous allez être invité à prendre un rendez-vous avec un de nos consultants ou moi aussi, ça va dépendre de la disponibilité de l'équipe et qui va vous proposer une phase d'onboarding d'à peu près 30 minutes où on va parcourir avec vous encore une fois l'outil et vous expliquer globalement les données les plus importantes à devoir collecter pour votre entreprise. De votre côté, vous collectez, vous encodez les données et à la fin, on vous proposera de planifier un rendez-vous de vérification où le même consultant va repasser en revue les données que vous avez, peut-être répondre à vos questions. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'il y ait quand même
un minimum de qualité dans les données qui sont collectées, parce que ça va permettre d'alimenter une base de données de benchmark auquel vous allez avoir accès pour pouvoir vous comparer également votre performance carbone, comment elle se compare par rapport aux autres utilisateurs dans la plateforme Carbon Cockpit. Un élément important aussi à savoir, c'est qu'aujourd'hui, la version qui est mise à disposition par Actantis est une version starter, c'est-à-dire que comme vous l'avez, on va dire, gratuitement, il y a une petite limitation qui est liée au fait que c'est pour une période, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mesurer votre empreinte carbone sur une année de reporting, par exemple 2023. Mais si vous voulez faire également 2024, il faudra soit supprimer les informations de 2023 et rentrer 2024, ou alors passer sur une version complète qui est proposée normalement à prix public à 1 200 € par an et qui aujourd'hui est proposée via Actantis avec une réduction à l'équivalent de 1 000 € par an. Et ça va vous donner accès aussi à d'autres fonctionnalités pour rajouter par exemple des entités. Si vous avez plusieurs bureaux, aujourd'hui avec la version starter, eh bien, il faudra agréger l'ensemble des données ou faire sur un bureau spécifique, alors qu'avec une version complète, vous allez pouvoir faire des bilans par bureau, des stratégies de réduction par bureau, etc. Mais ça, vous pouvez en discuter avec votre consultant carbone ou avec moi en direct pour savoir quelles sont les différentes options. Il y a aussi la possibilité de passer d'un scan à une version experte. Ça se fait régulièrement auprès d'utilisateurs qui disent bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça et j'aimerais bien aller plus loin. Et là, à ce moment-là, il faut aussi prendre une licence complète, et également avec un tarif préférentiel négocié par Actantis. Voilà, on arrive à peu près au terme de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. Je voulais juste... Justement, il y a une main levée. Je vais peut-être donner la parole. Ah oui, je Attendez. vois pas, désolé. Pas Bien trop sûr, nombreux. Je peux peut-être donner la parole. Donc, je vois Marianne. Je vais ouvrir votre micro. Si vous souhaitez intervenir, c'est peut-être le moment. Oui, bonjour. Donc moi c'est Marianne. Merci pour cette présentation de votre calculateur d'empreinte carbone. Je me présente brièvement. Donc moi je suis consultante plutôt dans le cabinet de conseil. Oui. Mon cabinet de conseil est plutôt une petite structure de 30 personnes avec quand même des émissions de carbone très limitées. On est dans des espaces, je dirais, de travail partagés, donc avec des locaux relativement limités en plus depuis la Covid, avec pas mal de télétravail. Ouais. Mon gros enjeu est plutôt sur la partie évaluation de l'empreinte carbone par rapport à nos projets digitaux, parce que nous, on est très axé data IA. Oui. Et quand je vois, par exemple, ce calculateur, je vois qu'on est plutôt sur de la maille assez générale avec notamment la visioconférence, la partie stockage et encore une dimension email. Est-ce Oui. qu'il y a une volonté dans votre roadmap aussi d'intégrer peut-être aussi un calculateur de l'impact positif et négatif aussi de projets digitaux, mais plus dans le dur, qui vont encore plus loin en fait? Alors, donc pour aller plus loin dans l'analyse de l'impact carbone des flux digitaux, bon, nous, dans notre version experte, c'est largement possible de pouvoir adresser D'accord, ça ok. avec une maille très, très fine, hein. Aujourd'hui, on fait des bilans carbone de sociétés actives dans l'intelligence artificielle, par exemple, mais Ok. à ce moment-là, on sort un peu d'esprit scan parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très spécifique et très détaillé. Donc, c'est possible d'y adresser. Et par rapport à un produit qui estimerait les émissions donc positives et négatives, j'imagine les émissions effectivement émises et les émissions évitées, c'est ça? Exactement. Oui. Alors par rapport à ça, donc nous dans l'expert, on a un module qui permet de pouvoir centraliser ces informations. Comme ça, vous pouvez comparer vos émissions effectivement émises et les émissions évitées grâce à votre produit. Dans le scan aujourd'hui, non, ça on ne le propose pas encore. Peut-être en 2025. Mais là, encore une fois, on sort peut-être un peu de l'esprit scan, en tout cas comme on l'avait envisagé, qui était Totalement. de... Non, mais c'est intéressant dans tous les cas. Voilà. Mais oui, dans l'expert, ce sont des questions qui reviennent régulièrement et on doit pouvoir comparer ces deux types d'émissions. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci de à la vous. question, Marianne, parce que justement, sans dévoiler de secret, il y a un travail que vous faites aujourd'hui, Frédéric, sur
comprendre notamment les IA génératives, ce qu'elles consomment finalement, Oui. au-delà des emails, au-delà du stockage, du computing, etc. Quoique le computing, c'est difficile à évaluer. Ça dépend des puces derrière et du mode de refroidissement. Enfin bon, bref, plein d'éléments. Mais sur la partie IA générative, on sait très bien que ça consomme, et ça consomme énormément versus toute autre activité. Et donc là, vous travaillez dessus, je crois, avec un outil européen. C'est ça. Aujourd'hui, on a creusé la littérature scientifique et on a travaillé avec un de nos clients pour essayer de comprendre un peu plus quel est l'impact carbone de leur service d'IA. Alors, je voudrais pas trop dévoiler les résultats tant qu'ils sont pas confirmés parce qu'on a encore du travail à faire, mais mon premier constat, c'est que c'était pas si énorme que ça en fait, par rapport à l'heure d'utilisation, comparé à l'émission carbone d'un Teams, comme on est en train de le faire là. Enfin, c'est pas un Teams, c'est d'un webinaire. Donc, je pense qu'il y a probablement un petit peu de travail à devoir faire au niveau de la littérature scientifique pour vraiment comprendre c'est quoi l'impact. Alors, c'est incontestable que l'IA fait exploser la consommation électrique des data centers. Donc ça, on ne remet absolument pas ça en cause. Mais il faut aussi ramener ça à l'unité d'utilisation. Et c'est là où peut-être que, est-ce que c'est si élevé que ça? Là, je mets un point d'interrogation. Très bien, Voilà. bah, ce sera l'année prochaine, il y aura certainement un petit peu plus d'avancées sur ce projet que vous menez et Oui. ce sera très intéressant de le partager avec la communauté du numérique, hein, puisque ils sont fortement concernés, mais pas que, puisque tout le monde va utiliser, je pense, à très court terme, même en entreprise, en moins de 3 ans, plus largement l'IA générative. Alors, je suis un tout petit peu opinionné, mais j'ai un peu le sentiment que ça fait partie de ces choses très énormes auxquelles le commun des mortels est exposé. Et du coup, on tire à boulet rouge dessus parce qu'on ne comprend pas en fait vraiment d'où viennent les émissions ailleurs, à savoir ce que je vous ai montré, hein, c'est les productions de matières premières, les transports. Et ça, c'est des choses un peu moins tangibles, on comprend un peu moins et on tombe un peu dans le piège, hein, la banane et l'œuf. Hein. Finalement, voilà, si on décortique un petit peu, il y a des faux amis, des fausses idées. Voilà, ça c'est un peu mon constat. Le premier constat que tout le monde ne connaît peut-être pas, et c'est pour ça que je recommande de faire des fresques du numérique, là au moins on apprend, et justement, et d'avoir pas des a priori, c'est 80% de tout, d'ailleurs, de toute l'empreinte, hein, qu'elle soit environnementale, énergie, carbone, c'est sur la fabrication des devices. C'est clairement ça, c'est quand on fabrique des objets. Et c'est là, à 80%, c'est sur ce sujet-là. Ensuite, le reste, les 20 autres pourcents sont répartis, alors tout le monde n'est pas d'accord, entre l'utilisation des réseaux, bien évidemment, et la partie qui est liée au data center, donc là où il y a la partie stockage, computing. Ouais. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est d'abord la fabrication du matériel, quel que soit le matériel. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on appréhende mal. Et dernier point qu'on apprend presque du numérique, c'est qu'également 80%, voire plus, de l'usage que nous faisons est pour un objectif qui n'est pas l'entreprise, qui est un objectif lié au divertissement. Donc oui, parce que le flux, il est là. C'est quand on regarde une plateforme de streaming. C'est pas quand on utilise un outil Google Sheet ou Microsoft Office. Hein. Absolument, c'est plus de 80%, c'est du divertissement au niveau mondial. Bon, oui, on n'a pas si divertir. Maintenant, là où moi j'ai un côté très positif par rapport à tout ça, c'est que l'empreinte du numérique, on le connaît, c'est des data centers qui font fonctionner des machines, qui chauffent, qui font refroidir. Tout ça, c'est de l'électricité. Et l'électricité, aujourd'hui, la transition énergétique a notamment comme grands objectifs de électrifier les choses et d'avoir des électrons qui soient green, qui soient verts, qui soient renouvelables. Et donc, on a un fort potentiel de limiter l'impact, voire de le réduire en travaillant là-dessus, versus d'autres choses où c'est plus compliqué, comme aujourd'hui, propulser un avion, par exemple, à part faire brûler des gaz pour faire sortir des gaz très chauds et qui propulsent l'avion, on n'a pas encore trouvé beaucoup d'autres fonctionnalités, ou alors revenir aux hélices. Mais, ce sera en tout cas ce sera plutôt des carburants de synthèse qui sont décarbonés. C'est un peu le choix qui est fait pour l'avion, a priori, aujourd'hui.
Voilà, Mais le vaste débat. ouais, c'est un vaste débat. Bon, enfin, c'est les sujets en cours parce qu'on ne C'est sait vrai. pas encore faire un gros Boeing électrique, quoi. Hein. Voilà, C'est c'est ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne et que je suis d'assez près. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que oui, le digital, mais on a les armes, ou on aura les armes en tout cas pour probablement faire face, de très ma bien. perspective. On s'y prépare. Donc peut-être conclure sur la partie valoriser ou déjà différencier ce qui est réduit et ce qui est évité. C'est ça Exactement. Exactement, on va faire le point là-dessus. Alors, je voudrais juste bien parler d'émissions réduites et évitées. Alors là, ici, le graphe parle d'émissions évitées. En général, lorsqu'on parle d'émissions évitées, on va plutôt parler d'émissions que l'on, grâce à notre produit, à notre service, à nos actions, on va éviter au sein de notre chaîne de valeur ou tout simplement à l'extérieur de la chaîne de valeur en investissant dans des projets qui vont éviter des émissions de CO2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple de la fabrication d'un ordinateur. Ça pourrait être très bien, le manufacturier dit, bah, tiens, moi, je vais rendre ma production beaucoup plus verte en installant des panneaux solaires pour alimenter mon usine. Bah, au lieu de faire un ordinateur, bah, je regarde à mon ordinateur qui est ici en aluminium, j'imagine c'est de l'aluminium neuf, bah, on va plutôt utiliser de l'aluminium 100% recyclé, qui est beaucoup moins polluant. Et donc, ce matériau déjà à la production est plus polluant. Bah là, la logistique, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à court terme, donc l'impact va être zéro. Ensuite, à l'usage, eh bien, je vais travailler sur des processeurs ou sur des systèmes de refroidissement passif qui vont faire que ça va consommer beaucoup moins d'électricité. Et donc, sur la durée de vie du produit, je vais avoir moins d'usage. Et enfin, la fin de vie, du fait que j'ai utilisé des matériaux peut-être plus euh, euh, meilleurs pour l'environnement, ça va être plus facile à recycler, les filières vont être peut-être plus développées, je vais aussi avoir un gain là. Et donc, du fait de tous ces efforts, on va pouvoir valoriser un certain pourcentage, une certaine quantité d'émissions évitées au sein de la chaîne de valeur. Mais bien souvent, ce sont des émissions qui vont en fait avoir un impact, qui vont être évitées à l'extérieur de l'entreprise. Versus les émissions réduites, là, le but, c'est d'investir dans des projets qui vont effectivement atténuer l'émission de gaz à effet de serre au sein de l'entreprise. Et là, ça sera par exemple d'électrifier une flotte de voitures. Ça sera par exemple de servir des plats végétariens plutôt que des hamburgers à la cantine. Ce serait par exemple d'acheter du matériel de bureau qui est recyclé. Bref, ce qui va réduire votre empreinte carbone, ce sont des actions qui vont avoir un impact sur votre entreprise en interne et qui ne vont pas forcément en fait éviter ou réduire les émissions de CO2 de vos clients ou de vos fournisseurs. Voilà, ça c'est une petite distinction que je voulais bien préciser. Réduire, c'est ce qui va permettre à votre bilan de diminuer, et éviter, c'est des émissions que vous allez mettre en perspective par rapport aux émissions que vous émettez effectivement. Je terminerai en fait sur le message le plus important que je voudrais partager aujourd'hui, c'est que measure to be sure. Je n'ai pas encore trouvé une phrase qui sonne aussi bien en français, mais qui veut dire tout simplement de mesurer pour être sûr de prendre les bonnes décisions, d'éviter d'avancer à l'aveugle avec des a priori et d'essayer d'avoir un maximum de certitude de son côté pour prendre les meilleures décisions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je reste à votre disposition et je remercie Actantis pour votre confiance et pour le chouette partenariat qu'on met en place. Merci beaucoup Frédéric, c'est très intéressant et je suis ravie de ce partenariat. Je pense qu'on va pouvoir enfin mesurer, parce que c'est compliqué de faire des benchmarks, ce qui se passe dans l'environnement du numérique. Donc les acteurs du numérique, ce que nous sommes, Actantis, c'est un pôle de compétitivité avec 300 membres qui sont des sociétés qui font de la tech pour les autres. Et donc il est important qu'eux-mêmes et une unité de comparaison. C'est très difficile de comparer l'électronique avec le logiciel, la plateforme uniquement, certains services. Et ça, j'espère qu'avec la plateforme et tout ce qu'on va récolter à l'intérieur, on pourra donner à nos membres un retour sur ce benchmark, comment on peut se situer, comment il se situe, est-ce que tout ça va dans le bon sens, et c'est l'objectif également de ce partenariat. Je vois qu'il y a une dernière question. Non, pas de question. Merci. On te remercie, Frédéric. Donc, merci à tous et à toutes. L'année prochaine, on aura donc cette plateforme disponible. On va communiquer plus largement à partir du mois de janvier. Là, c'était en premium, hein, en première intention de vous présenter cela parce que c'est le sujet du mois de décembre. Mais en janvier, on communiquera plus largement. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes. Et puis, Frédéric, on se retrouve rapidement
pour qu'on commence à faire rentrer les premières entreprises dans ce dispositif du scan. Venez nombreux, on vous attend. Voilà, exactement. À très bientôt et bonne fin de journée. Bonne journée, merci.